Alors on va finir sur l'épée, et ça va être important de vraiment bien comprendre l'épée. Parce qu'en fait tout ce qui va en découler après, si on n'a pas compris là avec juste une seule consigne, on comprendra pas, on va être perdu, donc il faut vraiment bien comprendre ça. Donc on va vraiment refaire un gros topo sur l'épée, bien comprendre comment ça marche. Et pour ça on va prendre un exemple où il y a par exemple des industries. Ou je sais pas, je vais dire une bêtise, mais c'est un exemple. Je fabrique des chauffe-eau. J'ai envie de mettre un contrôleur PID pas trop cher dedans. Parce que bah, je veux pas avoir à payer très cher par contrôleur pour maintenir les coûts bas. Bref, on va repartir sur notre graphique. Ouais, ça serait mieux qu'un trait. Sauf que du coup, cette fois, ce qu'on va on va demander, ce sera une température cible, c'est pas 80. 80 degrés, on va dire. C'est ce qui va jouer le rôle de set point, du coup, ici. Supposons qu'on n'ait qu'un contrôleur qu'avec un P, donc on va peut-être pas l'appeler un contrôleur PID, mais c'est un contrôleur à boucle aussi. Donc on va pousser notre P pour qu'il vienne choper la plus tôt possible. Et si on le laisse faire, le P tout seul, il va osciller. Et il arrive à un moment donné où il va se stabiliser. Du coup, si on est vraiment dans un système qu'on va dire stable, peu enclin au changement extérieur, etc., donc un chauffe-eau thermostatique, un ballon d'eau chaude, quoi. Justement, c'est relativement statique. On va dire qu'il est bien isolé. Si votre température elle va monter à 85 et puis redescendre à 75, et qu'entre-temps, chaque fois que ça passe la ligne, ça allume ou ça éteint le chauffe-eau, c'est pas vraiment très grave, en fait. Et vous regardez les coups assez bas. Voilà, ça c'est un exemple. Et c'est un exemple qui est plutôt parlant, je pense. Donc c'est juste une boucle avec un seul P. Mais on se retrouve avec cette oscillation. Et nous, on est dans un système dynamique. On a besoin de carrément des trois termes. Puisque il y a aussi des boucles de termes. 1, 2, 3 termes. Voilà. Par exemple, pour bien comprendre ça, où ça va introduire justement la dérivée, on va refaire un graphique. On va dire qu'on part sur la voiture avec la vitesse. C'est le set point. On demande une vitesse. Pas droit. Bon, si c'était droit. On va arriver à 80 km/h, toujours 80. Et on va avoir notre boucle avec le P, la proportionnelle, qui va pousser. Plus il va se rapprocher, moins il va pousser. On a déjà parlé. Et il va osciller. Et donc là, c'est le moment où, si vous avez fait des maths, ça va vous rappeler des souvenirs. Si vous n'en avez pas fait, prenez pas peur. Et il y a une logique. Et il faut la comprendre. Sinon, il n'y a pas besoin de comprendre le calcul, ni comment on calcule une dérivée, juste à quoi ça sert. Alors, une dérivée, c'est quoi? Pour les gens qui se rappellent des maths, c'est le coefficient directeur d'une droite à un point donné. Par exemple, ici, je simplifie, hein, on va pas faire des maths ici. Pas puisque forcément, c'est de la merde. Si j'avais... Ce sera l'endroit où en fait où on va trouver une parallèle. Le trait qu'on va tirer, il sera parallèle au point qu'on va toucher sur la courbe. Ce qui nous donne le taux directeur.
pour les gens qui sont fâchés avec les maths, on n'a qu'à se dire que c'est un niveau à bulle pour la fonction. Même principe. Et donc, la dérivée, ce qu'elle fait, elle calcule à quel point ça monte. Là, le graphique n'est pas précis, pas assez, ça va être confus, donc je vais le refaire et on fera un zoom dessus. Et ce qu'on va se rendre compte, vous voyez, c'est qu'il y a différentes droites, elles ne sont pas orientées toutes pareilles. Donc la dérivée, elle sert à ça. Elle est là, elle est en train de suivre le P, elle se dit, oh là, t'es en train de monter vachement vite. Comment elle le sait? Parce qu'elle voit la dérivée de la fonction, la courbe. Et justement, comme elle connaît le taux de montée, on va dire, de la courbe, et qu'en plus elle le connaît sur toute la longueur, elle arrive à prédire en gros, elle arrive à prédire cet endroit-là. Puisqu'elle se dit, si je monte si vite comme ça, et ça se fait plusieurs... ça doit être 8 MHz, je crois, je sais plus. 8000 fois par seconde, c'est beaucoup. Donc au final, elle arrive à prévoir, et ce qu'elle va faire, cette dérivée, puisqu'elle marche dans les deux sens, si elle marche dans le négatif, hein, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prévoir, tenter de prévoir en tout cas, ça. C'est pour ça que les gens ils disent D pour damping, écrire horriblement. Parce qu'en anglais, damping, c'est l'amortissement. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'amortir un rebond. C'est vrai que pour les anglophones, c'est super pratique. Voilà, P, push, D, damping. Il n'y a pas de souci. Et ça, on peut trouver des exemples, on peut les montrer. Par exemple, quand on va faire un tune de drone, la première étape, ils vont vous dire, c'est de trouver votre balance PD toujours. Pourquoi? On va voir, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, là, donc je vais sortir un graphe. Donc voilà, là j'ai chargé un tune que j'avais fait, où quand on commence, on enlève le I, donc vous voyez qu'il y avait 45-21 en P en D. Bref, je vais vous lire le truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais charger, là j'étais à 0,7 au master. Je vérifie que je dise pas de bêtises. 0,7, là j'étais à 1, 1.3, 1.5 et 1.7. Et donc ce qu'on voit, très bien, à chaque fois, le P là, à gauche dans la rangée, si vous voyez mon curseur, en capture de fenêtre, d'écran comme ça, pardon. Et les P bougent pas, il n'y a que les D qui bougent. Là, ça va de 21 pour le premier à 52 au dernier. 0 de I et le P reste à 45 ici, 47 là, toujours les mêmes. Ça c'est les temps de réponse. Les temps de réponse à droite, à gauche, la marge d'erreur par rapport à cette point. Et donc là, on se dit, en général, quand on fait nos premiers tunes, ouais, parfait, c'est nickel, c'est cool. Sauf que ça, ce serait cool dans un système où il y aurait des variations, ce qui serait pas énorme, en fait. Je sais, j'ai pas d'exemple entre chauffe-eau ou si j'ai on retournera la voiture, mais par exemple, c'est le turbo. Si vous avez un gros turbo, c'est bien, il va pousser fort. Mais il y a un moment où il faut qu'il s'arrête. Et dans le turbo, il y a une valve, en fait, ça s'appelle la wastegate. Et ça marche, c'est assez lié, puisqu'en fait, là, le P et le D sont liés dans un turbo. C'est vos gaz d'échappement qui entraînent une turbine comme sur un moulin. Et de l'autre côté, il y a une autre turbine, mais qui est dans l'admission et qui fait aspirateur. Et du coup, elle pousse l'air dans votre moteur. Donc en gros, les deux turbines, elles sont vraiment liées physiquement entre elles. Si un bout tourne à 300 000 tours minute, l'autre tourne à 300 000 tours minute. Et il y a un moment où votre P, qui serait votre gaz d'échappement, il va sortir, il va pousser, il va pousser, il va pousser.
Et à un moment donné, votre admission, elle va dire non mais moi j'en peux plus, par exemple, parce que vous avez levé le pied sur l'accélérateur et vous voulez plus tout simplement accélérer, quoi. Alors là, ça va jouer sur l'injection, etc. Mais j'essaie de garder l'idée simple pour que tout le monde puisse comprendre. Et c'est déjà assez compliqué si on n'est pas dans la mécanique, à mon avis. Et du coup, le turbo, il va s'ouvrir. Et le turbo, en s'ouvrant, il fait un peu le rôle du dé. Il va relâcher une pression qui serait accumulée, mais en préventif, en fait. Et là, donc, on va comparer les deux extrêmes. Comme ça sera bien voyant. On a le 0,7 où on a du dé. J'ai pas été jusqu'à 0 de dé parce que je fais pas une vidéo pour montrer. Il faudrait que visuellement je le montre, ce serait intéressant. Mais là, non. C'était un tune. Mais donc, on voit bien, il n'y a pas de souci. Ça arrive très vite. Et ça reste. Bon, là, il y a c'est un overdumping de toute façon. Je pense que j'étais passé sur autre chose. C'est pas la vraie question. Mais vous voyez bien que le D il est là pour casser la résonance du P, qui est pas vraiment une résonance en fait, qui est plutôt une inertie. L'inertie du P qu'on a vraiment bas. Puisque le P il va monter, il va redescendre, il va calculer qu'il est proportionnellement, il est descendu plus bas qu'il est monté, qu'il va remonter. Là il y a encore une erreur, qui va redescendre, il va remonter. Et donc la proportionnelle elle est là, et la dérivée elle est là. Et donc on voit bien la différence là, des 21 en rouge 52, 23, 59. Donc déjà on comprend un peu mieux pourquoi la dérivée donne cet aspect-là. Après, quand on arrive dans un tune à ce moment-là, en général, on va voler et on va se rendre compte que là, on était content de notre dessin, mais en fait, à voler, c'est de la merde. C'est très particulier, voler sans i. Si vous avez un quad que vous n'avez pas peur d'abîmer, et qui n'est pas dangereux, bien sûr, vous n'allez pas faire ça avec un 12 pouces de 30 kg. Vous volez sans i, pas trop de vent, un petit peu quand même, et vous verrez, vous comprendrez ce que c'est que le drift en fait, et après vous comprendrez, vous ressentirez ce que c'est que le i, du coup, parce que le i, on se dit, pourquoi est-ce qu'on va mettre un i dans cette boucle, notre set point, on y arrive très bien, là je suis quasiment pas décalé, là je suis poil dessous, je pourrais chipoter et être pile dessus, en latence, après on peut gagner avec d'autres choses comme le feed forward, mais 25-26 millisecondes, ça doit être la latence qui est entre les yeux et le cerveau, donc de toute façon, le cerveau il s'habitue, j'ai envie de dire. Et on n'en est pas là, c'est la latence d'un jeu vidéo sur la fibre, allez, voilà. Donc on va induire ce i pour contrer tout ce qui est les forces externes. Parce que du coup, si on repartirait sur un graphe, on aurait notre beau set point, pas me faire chier avec les couleurs. On aurait notre set point qui, sur, faire chier parce que c'est pas lui que je voulais mettre en rouge. Il serait là. Et donc notre commande qui montrait tout à l'heure. On va se faire chier, on va pas dire qu'elle oscille, on va pas rentrer dans les... Elle est dessus, voilà. Et là, vous allez les voler et vous allez vous dire ça va pas, c'est la merde. On va vous dire, ou vous allez essayer de toute façon, puisque c'est la prochaine étape du tune, c'est de monter le i. Alors, je sais pas combien de temps fait la vidéo, je pense que je vais pas rentrer dans les détails, on va juste se faire un aperçu de ce que c'est qu'une intégrale, pour ceux qui n'ont pas fait de maths, et c'est encore un rapport avec une courbe. Allez, on va arrêter là-dessus parce que je pense que ceux qui n'aiment pas les maths, qui se seront donné la peine d'arriver jusqu'ici, ça va les finir. Hop, on va repartir sur notre graphique avec notre set point. Je refais un deuxième pour que ce soit plus clair. Parce qu'il nous faut une deuxième courbe. Et putain, à chaque fois je me fais niquer, c'est pas grave, ça reste travers.
Supposons qu'on ait une réponse comme ça. Ce qui au final est plus ou moins ce qu'on a ici, hein, sauf que si on devait zoomer comme ça dessus, quand on regardait avec une loupe dans la Black Box Explorer, de toute façon on finirait par voir ça. Et si on zoomait, on finirait encore par voir ça. Enfin, c'est presque infini après, hein. Donc, une intégrale, à quoi ça sert? Ça sert à calculer l'espace sous une courbe. Sous une courbe par rapport à quoi? Par rapport au point donné. Donc, ça sert à calculer ça, 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 mais aussi ça, ça et ça. Et jusque-là, le P est une sorte de notion d'instantanéité. Vous demandez le set point, le P il va agir, il va le pousser, il y aura une latence, comme on a vu, aller de 20 ms. Ils sont là vos ms. Hein. Du coup, vous avez vos 20 ms, ça va commencer à réagir, ça va monter. Dans ce cas-là, hein. Le P il va pousser, et il y a une notion d'instantanéité. Voilà, je suis loin, je pousse fort. Je suis moins loin, je pousse moins fort. Je suis encore moins loin, je pousse moins fort. Mais il emporte une inertie, ce P, avec son instantanéité. C'est là où le D, on dit qu'il va aller voir dans l'avenir, en fait, ce qui va se passer là, à quel moment. En fait, le D, quand il calcule à quel moment ça devient nul. Le moment où ça devient nul, ça veut dire qu'après, ça redescend. Du coup, au moment où ça devient nul, il peut extrapoler plein de choses. Enfin, c'est la joie des maths. Et donc, comme ça va osciller à un moment donné, comme ça, on aura besoin de savoir sur la durée. Par exemple, mon drone, pour le coup, là, je prends un drone. Il est en l'air. Là, il a décollé. Je le fais de profil, donc c'est un super drone. Voilà, parfait. Votre drone, il est là. Et je sais pas, il y a un coup de vent. Et le vent, il vient d'en bas. Si vous n'avez pas de i, le drone, il va finir comme ça. Parce que vous lui avez pas demandé de bouger en fait. Lui, il a suivi le set point. Le set point, c'est bouge pas. Et du coup, bah, il est content. Sauf que vos moteurs, ils tournent. Et donc, il va se barrer. Ça se fait pas à 40 km/h. Ça marche dans tous les axes. Et c'est ce qu'on appelle le drift. Mais ça, vous doutez bien que pour calculer ça, il y a une notion de temps passé en fait. Qu'il n'y a pas moins avec le P et le D. Le P, il est quasiment instantané. Il se dit je suis où, je pousse. Le D, il dit lui, suivant comment il pousse, où est-ce qu'on va arriver. Et là, le I, hop là, il va calculer ça. Il va calculer ce qu'il y a ici. Et il va faire la somme de ça et ça. Savoir qu'on peut faire une somme de -5 plus 10. Ça fait 5, voilà. Mais on peut. Enfin, pour dire que les sommes sont. Ça marche dans tous les sens. Ça peut être négatif, ça peut être -25, -30. Et le but de cette intégrale, c'est qu'elle va s'accumuler sur le temps. On fait une somme, vraiment une somme des intégrales. En fait, c'est la somme des erreurs qui calcule. Là, par exemple, si on devait la tracer, elle calcule une grosse erreur, donc elle va la pousser. Et en fait, on voit bien comment elles sont un peu toutes en résonance entre elles. Et on verra ça après, parce que je crois que c'est déjà assez dense comme ça.